Bienvenue dans Causerie du soir sur notre chaîne C'est entre nous. Merci, c'est un vrai plaisir d'être là pour cette exploration. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Imaginons un instant la scène suivante. On offre à un petit garçon de 2 ans une magnifique boîte avec 16 petites voitures dedans. D'accord, le genre de cadeau classique, quoi. Voilà, exactement. Des camions, des bulldozers, des berlines, tout ça. L'instinct, pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour un enfant neurotypique, ce serait de les faire rouler, de faire vroom vroom ou, tu sais, de simuler des carambolages. Ouais, le jeu d'imitation classique qu'on attend à cet âge-là. Sauf que ce petit garçon, et c'est une histoire vraie qui nous vient d'Haïti, il va faire tout autre chose. Sa perfection à lui, la façon dont il va interagir avec ses jouets, ça va consister à les aligner, mais au millimètre près, tu vois, et dans un silence absolu. Ah oui, et c'est là que l'entourage commence souvent à s'inquiéter, en fait. C'est ça. Mais l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est surtout pas de dire que ce jeu est entre guillemets anormal ou cassé. Il s'agit plutôt d'opérer un vrai changement de paradigme. Essayer de comprendre comment ce cerveau décode le monde d'une manière radicalement différente. Complètement. Cette scène, elle a été racontée par une mère haïtienne, Andréane Aubin, et honnêtement, elle résume à elle seule tout le gouffre de perception qui entoure l'autisme. Ouais, gouffre, le mot est faible. D'ailleurs, pour mener cette causerie, on s'appuie sur une source super riche, un document sonore, une émission de la radio haïtienne Métropole. Ouais, c'est un matériel incroyable parce qu'il croise plein de regards différents. On a l'expertise scientifique avec le docteur Valdi Farel, mais aussi des témoignages bruts, des parents d'enfants sur le spectre, comme Yveline Alexandre, et même des acteurs culturels locaux. Et c'est ça qui fait la force de cette émission. Notre mission ici, c'est de démystifier tout ça. On va s'éloigner des termes cliniques un peu froids pour plonger vraiment dans le concret. Tout à fait. On va regarder la neurobiologie, mais aussi l'épreuve psychologique pour les familles. Et puis, bien sûr, le parcours du combattant spécifique au contexte haïtien. Sans oublier le côté lumineux, hein, parce que c'est le fil conducteur de tout ça, comment une apparente vulnérabilité peut en fait cacher un potentiel juste ouf. Exactement. Et le point de départ incontournable, et là-dessus le docteur Farel insiste longuement, c'est vraiment de détruire un mythe qui fait des ravages. Lequel? L'idée que l'autisme serait une maladie. C'est pas une maladie, c'est une condition neurodéveloppementale. Bon, décortiquons ça. Parce que, pour ceux qui nous écoutent, la différence entre maladie et condition, ça peut ressembler à un simple détail de vocabulaire, quoi. Ah mais c'est pas du tout une coquetterie sémantique. Sur le terrain, ça change littéralement tout dans la prise en charge. Du coup, c'est quoi la vraie différence? En gros, une maladie, ça répond à un modèle médical très classique. Il y a un dysfonctionnement, des symptômes, et le but, c'est de guérir, souvent avec des médicaments. Tu as une angine, tu prends des antibiotiques, tu guéris. Ouais, logique. Le problème a disparu. Voilà. Alors qu'une condition, c'est un état d'être structurel. C'est la façon même dont le câblage neurologique s'est organisé pendant le développement. Donc on ne guérit pas de l'autisme. Non, puisqu'il n'y a pas d'agent pathogène à éliminer en fait. Le cerveau fonctionne juste sur des fréquences complètement différentes. Il gère la communication, les interactions et le traitement sensoriel autrement. Pour rendre ça visuel pour notre auditoire, moi j'aime bien l'analogie de l'informatique. Imaginons le cerveau neurotypique comme un ordinateur qui tourne sous Mac et le cerveau autiste comme un ordi sous PC. Ah ouais, c'est pas mal du tout comme image. Bah oui, aucun des deux n'est malade, il n'y a pas de virus dans le PC, c'est juste deux systèmes d'exploitation différents, avec des lignes de code distinctes. Si on force la lecture d'un fichier Mac sur un PC sans logiciel adapté, Ça plante. voilà, ça plante direct. Mais la machine en elle-même, elle va très bien. C'est très visuel. Bon, la neurologie humaine est évidemment beaucoup plus complexe et chaotique qu'un disque dur, mais l'esprit est là, il n'y a pas de dysfonctionnement à réparer avec une pilule magique. C'est pour ça que les médicaments pour traiter l'autisme en soi, c'est un non-sens. Totalement. Dans les sources, on voit bien que certains enfants, comme la fille d'Yveline, prennent des médicaments, mais c'est uniquement pour des troubles associés, par exemple l'épilepsie ou pour gérer des allergies sévères qui explosent avec le stress. D'accord, on traite la périphérie, pas le système d'exploitation. C'est exactement ça. L'autisme lui-même, il demande de l'accompagnement, des thérapies comportementales, de l'orthophonie, pas de la chimie. Du coup, si on garde cette idée de code différent, le vrai choc pour les parents, c'est de réaliser que le code a changé en cours de route, non? Les témoignages parlent souvent de signes qui débarquent soudainement. C'est le côté le plus troublant, oui. Les autorités sanitaires américaines, le fameux CDC, situent l'apparition claire de ces signes entre 18 mois et 3 ans en général. Et comment ça se manifeste concrètement à cet âge-là? Eh bien, il y a ce phénomène de régression qui est terrifiant pour les familles.
Imagine un enfant qui disait papa, maman, qui pointait les objets du doigt pour les montrer. Et d'un couple J. D'un coup, ouais. De manière presque abrupte, il se mure dans le silence, il perd ses acquis là. Il y a aussi d'autres signes, comme marcher sur la pointe des pieds ou des comportements répétitifs. Et le regard, non? J'ai cru comprendre que l'absence de contact visuel, c'est souvent le truc qui alerte en premier. Absolument. Mais là encore, il faut comprendre le pourquoi. Ce n'est pas un refus affectif ou de l'insolence. Pour un cerveau autiste qui a énormément de mal à filtrer les stimuli extérieurs, regarder un visage humain, c'est juste. C'est trop d'infos d'un coup. C'est ça. Un visage, ça bouge tout le temps, il y a des micro-expressions, ça transmet des émotions fortes. Pour eux, c'est une surcharge massive. Donc détourner le regard, c'est une stratégie pour baisser le volume, en quelque sorte. Ah, ça rejoint à 100% mon anecdote du début, avec les petites voitures. Ah oui, complètement. S'il les aligne, au lieu de les faire rouler dans tous les sens, c'est pour se rassurer en fait. Le monde neurotypique lui paraît tellement chaotique et agressif que créer cet ordre parfait, ça lui redonne du contrôle. C'est le mécanisme même de l'autostimulation. Aligner des objets, mais aussi se balancer d'avant en arrière ou se boucher les oreilles quand il y a du bruit. Ce sont des outils neurologiques d'apaisement. D'accord. Et comment on est censé réagir face à ça? Le docteur Farrell est ultra catégorique là-dessus. Avant même de parler de thérapie, la première étape indispensable, c'est l'acceptation inconditionnelle des parents. Alors là, je me permets de t'arrêter. Parce que sur le papier, dans un cabinet de médecin tranquille, dire il faut accepter, c'est facile. Ouais, dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Bah carrément. Émotionnellement, pour les parents, le choc est colossal. Dans les témoignages, on sent bien ce déni profond, cette fuite en avant terrible où ils s'épuisent à courir de médecin en médecin. Le nomadisme médical, ouais. Voilà. Ils vident leurs économies en espérant qu'un énième spécialiste va leur dire «Oh, pardon, on s'est trompé, c'est pas ça», ou leur vendre une pilule miracle. C'est humain, tellement humain. L'annonce d'un diagnostic d'autisme, ça déclenche un véritable deuil en fait. Le deuil de l'enfant idéalisé, de la trajectoire classique qu'ils avaient imaginée pendant la grossesse. Et tant que ce deuil n'est pas fait, on perd du temps. Énormément de temps. L'énergie de la famille est mise dans la lutte contre la condition plutôt que dans l'accompagnement de l'enfant. Et pendant ce temps-là, les années cruciales de développement passent. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et malheureusement, très sombre. Parce que ce parcours psychologique d'acceptation, il est universel. Mais quand on ajoute l'environnement par-dessus, Le contexte haïtien, tu veux dire? exactement. Là, on passe d'une épreuve psychologique à un vrai thriller de survie institutionnelle. L'émission radio montre un environnement qui transforme ce défi en montagne ininfranchissable. Le contraste est effrayant. En Haïti, le vide au niveau des infrastructures est abyssal. André Henobin raconte à la radio un truc qui donne des sueurs froides à n'importe quel spécialiste de la petite enfance. Vas-y, raconte. Elle a demandé un rendez-vous avec un orthophoniste à Port-au-Prince en juillet 2022. Et on lui a donné une date pour 2025. Attends, quoi? 3 ans d'attente pour une simple consultation? 3 ans. Mais c'est une catastrophe absolue. Pour un gamin en bas âge, le cerveau est en pleine ébullition. La fenêtre où la plasticité cérébrale est au maximum, c'est entre 2 et 5 ans. C'est le moment clé, oui. Si tu rates cette fenêtre parce que tu es coincé dans une file d'attente, tu condamnes l'enfant à accumuler un retard de langage et de développement qui sera quasiment impossible à rattraper plus tard. Le mot catastrophe est tout à fait approprié. Il n'y a presque pas de pédopsychiatre, d'orthophoniste ou d'ergothérapeute. Et le peu de structures qui existent, elles sont souvent inaccessibles. À cause de l'insécurité? L'insécurité chronique dans la capitale, oui, mais aussi et surtout le coût. Les écoles spécialisées demandent des frais de scolarité qui tournent entre 3 500 et 4 000 $ américains par an. Il faut qu'on donne un ordre d'idée à notre auditoire pour comprendre l'absurdité du truc. Dans l'émission, une mère dit qu'elle gagne 25 000 gourdes par mois. C'est très peu. Au taux de change, 25 000 gourdes, c'est à peine un peu plus de 150 € par mois. Payer 4 000 $ par an avec ce salaire, c'est pas un défi, c'est mathématiquement impossible. Et le pire, c'est qu'à ce désert médical et financier s'ajoute une troisième peine. Et c'est peut-être la plus violente au quotidien. La stigmatisation? Exactement. En l'absence d'explications scientifiques claires dans la société, la nature a horreur du vide. Du coup, c'est le folklore et les superstitions qui prennent toute la place. Ouais, Yveline Alexandre en parle, je crois. Face à ces comportements atypiques, les gens cherchent forcément un coupable. C'est ça. On va dire que la mère a mangé un truc interdit pendant sa grossesse. Ou pire, on va parler de mauvais sort, d'enfants ensorcelés ou d'une punition divine. Quelle horreur! C'est une double peine.
T'es seul, sans ressources pour gérer la neuroatypie de ton enfant, et en plus, toute ta communauté te pointe du doigt et t'accuse. C'est l'ignorance qui génère la peur, et la peur génère ce jugement implacable. Mais tu sais, au milieu de tout ça, il se passe un truc fascinant. Vas-y. Face à cette défaillance totale de l'État, les parents refusent de sombrer, ils s'organisent eux-mêmes. Ouais, ça c'est vraiment l'aspect le plus lumineux de nos sources. Les parents deviennent les experts. Poussés par l'amour et l'urgence, ils se forment sur le tas. Puisqu'il n'y a pas d'orthophoniste, les mères apprennent elles-mêmes les méthodes de communication alternatives. Elles fabriquent des pictogrammes, elles font l'école à la maison. Elles ont même créé des groupes de soutien virtuels, genre Autisme 509 ou la Petite Chenille. Ça rassemble des centaines de parents en Haïti et dans la diaspora. Et ces groupes, c'est pas juste pour discuter, ça agit comme de vrais boucliers psychologiques. C'est de la formation accélérée entre parents. Ça brise un isolement qui pourrait être mortel. Une vraie communauté de résilience. Tout à fait. L'amour pur qui vient remplacer les institutions défaillantes. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Vers quoi toute cette exploration nous mène? Parce que le message de la radio haïtienne, au final, il n'est pas du tout misérabiliste. Ah non, pas du tout. C'est un vrai manifeste d'espoir. Il ne s'agit pas seulement d'aider un enfant à survivre dans ce monde, il s'agit de voir ce que cette différence neurologique a d'extraordinaire à offrir. Le témoignage d'Yveline est incroyable pour ça. On lui avait brossé un tableau ultra noir pour sa fille. Eh bien, aujourd'hui, à 28 ans, elle a non seulement eu son diplôme d'études secondaires, Déjoint tous les pronostics. exactement, mais en plus, elle est devenue une artiste peintre reconnue qui fait ses propres expos. Le docteur Farev confirme que cette hypersensibilité et cette capacité à hyperfocaliser, ça peut mener à une créativité hors norme. L'émission cite d'ailleurs des génies qui étaient très probablement sur le spectre, des Mozart, des Beethoven, Einstein, ou même des sportifs modernes comme Lionel Messi qui ont cette capacité de répétition folle. Qu'il y ait eu un vrai diagnostic ou pas pour ces figures historiques, le fond reste vrai. Ce cerveau a une capacité d'analyse des modèles qui, si elle est bien accompagnée, frôle le génie. Ça me fait penser à cette initiative culturelle haïtienne abordée à la fin de la source, le mouvement Diapason de Paul Villefranche. Ah, c'est magnifique ça. Une approche très poétique de l'inclusion. Ouais, l'idée d'utiliser le diapason comme métaphore, c'est brillant. En musique, le diapason, c'est ce petit outil métallique qui donne la note de référence parfaite, le fameux La pour que tout l'orchestre puisse s'accorder. Et Paul Villefranche explique que la musique a un effet presque chirurgical sur le cerveau autiste. En quel sens? Le langage verbal, avec ses sous-entendus, son ironie, sa rapidité, c'est très confus pour eux. Mais la musique, c'est une structure mathématique prévisible. Ça contourne le langage et ça crée une connexion directe, apaisante avec les émotions. Ça régule leur système nerveux en fait. Et le mouvement diapason propose que le La de référence pour notre société entière, la note sur laquelle on devrait tous s'accorder, ce soit l'amour et l'empathie. C'est une très belle vision de la thérapie par l'art. Je trouve cette métaphore du diapason tellement puissante que j'ai envie de la pousser encore un peu plus loin. Ah oui, vas-y, comment ça? Pendant des décennies, on a tout fait à l'envers. On a pris notre norme à nous, les neurotypiques, et on a voulu tordre les personnes autistes pour qu'elles s'y conforment. C'est vrai, on les force à regarder dans les yeux, à supporter nos bruits. Voilà, on veut qu'ils jouent la même partition que nous, quitte à les plonger dans une souffrance sensorielle atroce. Le vrai enjeu de l'inclusion, c'est pas d'essayer de forcer un violon à sonner comme une trompette. Surtout que ça ne marchera jamais. Exactement. Le but, c'est que l'orchestre tout entier, donc la société, apprenne à faire de la place pour cette sonorité atypique, pour que la symphonie finale soit plus riche. C'est un superbe résumé du changement de paradigme qu'on essaye de faire passer. L'autisme, c'est pas cette caricature de la personne froide et détachée. C'est au contraire une hypersensibilité au monde et un immense besoin de réassurance. Malgré des défis dingues, surtout dans un pays comme Haïti. Oui. Et la clé de voûte de tout ça, ça reste l'acceptation inconditionnelle de la famille. C'est cet amour qui transforme le défi en potentiel. C'est pour ça que ces témoignages haïtiens, ils parlent à tout le monde. Même à ceux de notre auditoire qui n'ont aucun proche autiste. S'éduquer là-dessus, c'est juste développer notre empathie. C'est apprendre qu'il existe d'autres façons de percevoir la réalité tout aussi valides. La façon dont on inclut ces différences, c'est un peu le baromètre de notre humanité. D'ailleurs, cette réflexion, elle nous pousse aussi à regarder en face ce qu'on appelle notre normalité. Oui, l'environnement neurotypique classique. Exact. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on laisse ceux qui nous écoutent. Avec une petite pensée provocatrice tirée de notre analyse. Vas-y, je t'écoute. On dit toujours que le problème, c'est la personne autiste face au monde, que son cerveau n'arrive pas à filtrer notre réalité. Mais inversons le miroir 2 secondes. D'accord. Et si le problème de fond, c'était pas le câblage autistique,
Et si le vrai souci, c'était que notre société moderne est devenue absurdement toxique, visuellement agressive et beaucoup trop bruyante. Ah, intéressant, donc ce ne serait pas eux le problème. Voilà. On a des personnes qui se bouchent les oreilles ou font des crises de panique dans nos rues. Peut-être qu'elles ne sont pas des anomalies, peut-être qu'elles sont juste des reflets hyper lucides d'un monde malade, un monde qui a complètement oublié la douceur et le silence. C'est une remise en question vertigineuse, ça. Prendre la souffrance sensorielle des autres comme preuve de nos propres excès. De quoi bien cogiter après cette émission. En tout cas, un immense merci à notre auditoire de nous avoir suivis dans cette analyse. Gardons ce fameux diapason en tête pour raccorder nos environnements avec un peu plus d'empathie. Merci à tous. À très bientôt pour une nouvelle causerie.